Expatriation, quel pays choisir? Dans quel pays ou dans quel pays s'expatrier tout simplement? Eh bien, on va en parler, je vais vous donner quelques éléments. Et vous allez voir parce que bon, ben, naturellement, comme je reçois beaucoup de messages, pas mal de commentaires, ainsi de suite. Eh bien, j'ai pu alimenter avec tout ça. J'ai pu alimenter justement le contenu et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, déjà, dans un premier temps, on commence par des choses simples. Il faut bien savoir qu'il faut définir vos critères. Les critères d'une personne ne sont pas les mêmes critères que pour une autre personne. Donc, vous allez avoir un ensemble de critères qui sont, je vous parle de critères, je pourrais vous parler de priorités. Parce que c'est bien d'avoir des critères, ok, mais il faut les prioriser, dire qu'est-ce qui me semble le plus important, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et ensuite, faire une analyse dans le pays qui vous intéresse pour voir justement, par exemple, concernant la religion, est-ce qu'il y a un niveau de tolérance élevé ou pas? Concernant le social, alors ça peut être le social, le fait de pouvoir socialiser avec les gens, ou le social au niveau des aides, est-ce que c'est élevé ou pas? Ok. Votre secteur d'activité, c'était pas là, j'ai dit activité, mais j'aurais pu parler business ou métier, ou voilà, votre secteur d'activité, est-ce que il est actif dans ce pays ou pas? La qualité de vie, incluant par exemple la sécurité, le transport, les différents services publics, on va dire. La météo, pour certains, voilà, par exemple, le fait qu'il fasse très beau, c'est important. Pour d'autres, c'est un peu moins. Pour certains, ils ont une grande tolérance à la chaleur, au soleil. Pour d'autres, ils ont une plus forte tolérance au froid. Donc voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. Ça peut paraître comme ça presque évident. C'est loin d'être le cas, je peux vous le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'expatrient et qui finalement reviennent parfois ou partent ailleurs parce ils disent voilà, j'ai pas pu supporter la chaleur, ou j'ai pas pu supporter le froid. J'ai par exemple la qualité de vie, par exemple la distance, ça peut être la distance, ça peut être la nourriture, ça peut être voilà, plusieurs éléments. Niveau secteur d'activité, mon métier, voilà, c'est un secteur qui est très peu représenté, très peu dynamique. Niveau social, religion, je vais vous faire justement une slide là-dessus, justement concernant religion et social, qui est dédiée à ça, parce que je pense que c'est quasiment deux critères très importants. L'aspect, donc bien sûr, religion, au niveau de la tolérance, voilà, et de l'acceptation des croyances de chacun, et la partie sociale. Ok, donc ça déjà, bien clarifier ça, et surtout, ce que j'ai voulu mettre en avant, tout ça, c'est vous dire que c'est des priorités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas mettre tout au top là. Vous avez une échelle ici, on ne peut pas dire ça, moi je le veux au top, 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 ça n'existe pas. Si vous voulez ça, c'est pas la peine. Vous ne trouverez pas, vous allez être frustré, vous allez être déçu, et voilà, pour vous, ça sera presque un échec d'entrée de jeu. Donc c'est même pas la peine. Je vous le dis tout de suite. Tous les critères au top, il y a un endroit, je peux vous le donner, ça s'appelle le paradis. Hein, donc voilà. Mais sur Terre, ça n'existe pas. Donc c'est pas la peine de chercher longtemps. Je vous fais gagner du temps là-dessus. Pareil, ça peut paraître évident, mais je vous assure, le nombre de messages que je reçois, pas plus tard qu'aujourd'hui, de gens me disant oui, mais alors parfois, alors très souvent, c'est oui, mais je dois parler la langue, on doit apprendre la langue. Là aujourd'hui, ça a été, c'était quoi? C'était oui, mais c'est un petit peu embêtant parce que je trouve par exemple tel peuple ou les Turcs distants, froids, ainsi de suite. Tu peux pas tout avoir. Il y a des qualités, il y a des défauts. Bien sûr, pour pouvoir analyser ça, l'idéal, c'est par exemple d'y aller en vacances, faire un petit voyage, puis ensuite rester un petit peu plus longtemps. Voilà, ça peut te permettre de t'aider. Par exemple, quand j'avais été à Dubaï, j'avais déjà été une première fois il y a très longtemps, en 2004, puis après je suis reparti, et puis ensuite quand j'ai vraiment voulu faire accélérer les choses, j'étais reparti pour 1 mois, puis ensuite encore 3 mois. Vous voyez, ça m'a permis de encore plus de bien prendre la température, analyser, et ensuite m'expatrier pour de bon. Donc ça, c'est un moyen pour pouvoir faire votre analyse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que et ça, c'est très français. On a ce côté-là quand on est en France, on ne s'en rend pas compte quand on est resté longtemps en France. C'est qu'on se plaint un peu beaucoup de tout,
Et vraiment, c'est très, 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 très français, hein. Vous pouvez parler avec des étrangers. Moi, ça m'amuse très souvent quand je parle, j'ai des voisins, là, par exemple, iraniens, jordaniens, russes, ainsi de suite. Et quand on parle un petit peu des stéréotypes des différentes nationalités, c'est vraiment le truc qui ressort beaucoup chez les Français. Et surtout les commerçants qui ont comme des clients français, c'est de se plaindre de tout, tout le temps. Il y a ça qui joue beaucoup. Et je vais vous dire un petit peu aussi pourquoi on a ça qui est puissant. D'accord. Donc, oui, il y aura forcément des inconvénients. Oui, les gens ont des défauts. Et donc, à vous de voir, en fonction des qualités et des défauts, des avantages et des inconvénients, si la balance est positive ou négative. OK. Donc, ça, c'est pour un petit rappel au niveau des critères. Ensuite, statut. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? On voit une famille, c'est que, à mon sens, et ça c'est aussi très souvent, les gens, c'est une nuance qui leur échappe, c'est qu'il faut bien se dire que lorsqu'on est par exemple, célibataire, on est attiré par certaines destinations, certaines activités, certaines choses. On n'a pas du tout les mêmes choix. Ok, quand on est célibataire, quand on est éventuellement en couple, ou quand on est en famille où les enfants sont en bas âge, et ensuite quand on est comment dirais-je, en famille avec les enfants qui sont voilà plus grands. Ok, donc ça c'est vraiment important de le prendre en compte parce que, en fait, beaucoup de gens passent à côté. Ils vont, par exemple, être en famille et vont se retrouver, c'est plutôt l'inverse. Ils vont être, par exemple, en célibataire ou en couple, ça arrive assez souvent en couple, et ils vont se retrouver dans un endroit qui est, par exemple, très familial. Et du coup, ils vont pas retrouver, par exemple, certaines activités pour sortir, ainsi de suite, et ils vont voir qu'il y a un décalage. Ils vont avoir du mal, par exemple, à socialiser avec d'autres personnes, voilà, c'est en couple ou célibataire, parce que c'est un endroit qui est familial. Et l'inverse est vrai aussi. Si tu pars, t'es en famille et tu pars dans un endroit qui est plus dynamique, plus jeune, ainsi de suite, eh ben, tu vas sentir un décalage. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment important parce qu'on ne s'en rend pas compte pareil. Et ça fait ensuite, même parfois si on est par exemple, en famille, ça peut faire même des conflits en interne parce que l'un des conjoints ne se retrouve pas, arrive pas à retrouver un petit peu ses repères, ainsi de suite. Donc ça, il faut vraiment prendre en compte et pas se dire simplement, peu importe, c'est pareil, de toute façon, si ça me convenait quand je suis parti quand j'étais jeune, ou j'ai travaillé même quand j'étais célibataire ou en couple, et donc forcément, ça va me plaire par la suite en famille. Non. C'est pas le cas. Et moi, selon moi, ça c'est mon avis personnel, par exemple, pour vous donner un exemple concret, pour moi, Dubaï, c'est top pour célibataire, top quand on est en couple ou en famille avec des enfants vraiment en bas âge. Par contre, dès que les enfants grandissent, pour moi, c'est pas terrible du tout. Vraiment, personnellement, je le répète souvent dans mes vidéos, je le recommande pas. Mais après, il y a des gens qui me disent qui ne sont pas forcément d'accord, hein. Mais ça, voilà, c'est mon avis. La Turquie, par exemple, là où je suis, c'est l'inverse. En famille, avec les enfants là, qui grandissent, ils ont besoin de plus d'espace, plus de nature, voilà, plus de meilleure alimentation, j'ai envie de dire plus naturelle, ainsi de suite. On s'y plaît. Par contre, des personnes me contactent par exemple en célibataire, je leur dis attention, je sais pas. Je sais pas si voilà, il va y avoir toutes les activités, ainsi de suite. Est-ce que tu vas pas t'ennuyer? Et voilà, donc tout ça, faut le prendre en compte. Après, bien sûr, il y a votre profil professionnel. Est-ce que vous êtes salarié? Et donc, du coup, il faudra vous assurer, qu'on revient concernant le point de l'activité, on va vous assurer, l'activité, votre activité, hein, elle est présente, elle est recherchée? Est-ce qu'il n'y a pas une main-d'œuvre locale qui est très présente dans votre secteur d'activité? Et donc, du coup, si par exemple vous êtes en France ou en Europe, peut-être que votre profil est très recherché, et peut-être que dans ce pays-là, comme il y a une main-d'œuvre locale ou étrangère très présente et peu chère, eh bien ça, vous êtes en concurrence, et donc du coup, c'est très compliqué. Je vous donne un exemple. Par exemple, ceux qui travaillent moi, à la base, j'ai une formation en informatique, par exemple. En Asie, c'est même pas la peine. Pourquoi? Parce que les ingénieurs indiens et même de toute l'Asie sont très bons en informatique, sont pas très chers. Donc du coup, n'importe quel ingénieur qui va être assez demandé en Europe, et encore plus même aux États-Unis, qui va même être très prisé, au Moyen-Orient, ils vont quasiment systématiquement faire appel à une main-d'œuvre asiatique. Ok, donc voilà, ça c'est un exemple. Il y en a d'autres. Pareil pour tout ce qui est main-d'œuvre opérationnelle.
vous avez une forte concurrence parce que là, on descend en termes on est tout ce qui est en rapport avec ouvriers, artisans, des travaux et tout. Bah, pareil, la main-d'œuvre asiatique, elle est peu chère, ils vont plus faire appel à elle. Voilà, donc il faut analyser ça. Quand on est pareil, quand on est entrepreneur, bah, bien sûr, il faut lorsque on va dans un pays et qu'on veut, par exemple, viser une certaine activité, bah, faut faire forcément son analyse. Et le troisième profil, c'est celui que moi, personnellement, je préfère, c'est celui qui est en fait qui a des ressources, en fait, qui a des sources de revenus principales étrangères. Il peut aussi être entrepreneur localement, ce que j'ai fait également à Dubaï, mais qui a également des ressources à l'étranger. Et là, il est dans une configuration où il ne dépend pas forcément de l'activité du pays. Ok. Un dernier point qui est très important lorsque vous faites votre analyse, et ça c'est par contre pour le coup, autant ça c'est un petit peu évident, mais ça, par exemple, c'est très peu fait, c'est d'analyser la situation économique, c'est pour ça que j'ai marqué macroéconomie du pays, pas de son activité, mais du pays. Est-ce que le pays actuellement, il est en croissance? Est-ce que le pays actuellement, il est croissance économique? Est-ce que le pays actuellement, il y a une forte hausse du chômage et donc du coup la population locale a besoin d'être recrutée en priorité? Est-ce que le pays, je sais pas, un fort développement du tourisme, et ainsi de suite. Il y a plusieurs éléments économiques qu'il faut analyser avant du pays, avant de se lancer comme ça à l'aveuglette. Ok. Donc tout ça, faut bien le prendre en compte. Alors, on continue. Là, je vous ai fait un joli graphique. Alors, qu'est-ce que signifie ce graphique? Donc, nous avons ici la partie sociale. Donc tout en haut dans l'axe vertical, social, tout en bas libéral et au bout horizontal assimilation. Alors, en fait, qu'est-ce que ça signifie? Il y a ces deux axes-là. Ça signifie qu'en fait, plus on est en bas et plus le niveau social, c'est-à-dire que les aides, autrement dit, si on doit le faire simple, c'est-à-dire que l'intervention de l'État est très peu importante. Et plus on monte, et plus l'intervention de l'État est élevée, c'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est ce qu'on appelle un petit peu les pays un peu sociaux-démocrates, si vous voulez, il va y avoir une intervention importante de l'État. Ça va être un peu plus de gauche, si vous préférez. Pour faire simple un peu à la française, c'est un peu plus de gauche, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal d'aides, il va y avoir pas mal comment dirais-je, de répartition, on va dire, des richesses et de services publics. OK ? Plus on descend, plus on va être dans un pays libéral d'un point de vue économique, c'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est très peu social, c'est-à-dire qu'il y a moins d'aide et c'est plus, voilà, un peu, faut se débrouiller. C'est beaucoup plus un peu à l'américaine, si vous préférez. Et ensuite, donc ça c'est la flèche verticale. La flèche horizontale. On peut partir aussi sur le terme libéral, c'est-à-dire que là, c'est plus au niveau de votre vie personnelle. Là, on parlait plus un peu de la vie professionnelle. Là, c'est plus votre vie personnelle. Est-ce que vous êtes libre un peu d'être comme vous êtes, c'est-à-dire d'être différent, ou est-ce que vous allez devoir vous assimiler à un pays et donc à ses codes, à sa culture, à ses principes? Plus on va aller à droite, et plus l'assimilation va être forte, c'est-à-dire qu'on va vous demander non pas juste de vous intégrer, comme on dit souvent, mais carrément de vous assimiler, c'est-à-dire que de faire en sorte que vous soyez limite une copie des locaux, ok, et plus on est à gauche, plus c'est libéral et plus vous êtes libre de vivre un petit peu vos croyances, votre tradition et votre culture comme bon vous semble. Ok. J'espère que c'est clair là-dessus. Voilà, donc vous avez compris. La verticale, c'est les aides de l'État, grosso modo. Soit c'est complètement libéral, un petit peu à l'américaine, soit c'est très social, on va dire un peu à la française ou même voilà, d'autres pays nordiques. Et en bas, est-ce qu'on est libre un petit peu d'être comme on veut, comme on souhaite, ou est-ce qu'on doit vraiment complètement s'assimiler? Alors, c'est un point, je pense que vous avez compris où est-ce que je veux en venir, qui est extrêmement à comprendre, qui est extrêmement importante à comprendre. Parce que vous êtes là, en général, c'est-à-dire que celui qui veut se poser la question, où est-ce que je dois m'expatrier? Il est là. Et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux modèles. Les deux modèles sont principalement, pour schématiser, le modèle francophone, c'est pour ça qu'on voit le drapeau français, et le modèle
le modèle anglophone, ok, qui était donc deux empires qui ont lancé un peu voilà, qui ont dominé le monde, on va dire, le monde, on va dire récent, ok. Le modèle français, vous l'avez vu, je l'ai mis en haut à droite. C'est un modèle qui va être social, c'est-à-dire qu'il va y avoir une intervention de l'État importante. Vous allez retrouver un grand nombre d'aides. C'est-à-dire, là, c'est un symbole qui schématise, je crois, c'était l'école. Ok, c'est-à-dire, par exemple, l'école va être gratuite. Là, c'est l'hôpital. Les soins, hein, en France, sont quasiment entièrement gratuits. Quasiment. Vous allez pouvoir même avoir des aides au niveau du logement, si vous avez des difficultés financières, comme par exemple les APL. Et vous allez pouvoir cotiser et avoir une retraite, en tout cas, c'était le cas avant, une retraite à peu près décente. Okay, en contrepartie, vous allez avoir des impôts très élevés. Okay, donc ça, c'était le modèle, en tout cas français, jusqu'à maintenant. Dans 20 ans, 30 ans, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas comment il va changer, comment il va évoluer, mais pour le moment, c'est comme ça qu'il existe. Ok, ça, c'est pour la partie sociale, c'est très avantageux. Ça donne envie de plus aller par là. Mais il y a forcément un inconvénient. C'est que vous devez vous assimiler. Donc, si vous êtes là et que vous êtes attiré par le modèle français, avec donc tous ces avantages qu'il propose, il faudra, c'est pour ça que j'ai changé la couleur, j'ai mis en bleu clair, il faudra vous assimiler, c'est-à-dire que vous devrez vous adapter. Et même si vous ne le faites pas, je pense que vous le savez tous, vous aurez une pression pour que vous vous assimilez. Ok ? Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on veut le faire, on ne veut pas le faire. Moi, j'essaie simplement de vous dire de manière à peu près objective comment il se présente. Voilà. Okay. Par opposition, vous avez un autre modèle qui est le modèle plus libéral, le modèle, on va dire, anglo-saxon, qui est ici, qui est en bas à gauche. Qu'est-ce qu'il propose comme avantage ? Il est en bas à gauche. Au niveau social, il est beaucoup moins important. Vous l'avez vu, parce qu'on n'est pas en haut. Il est beaucoup moins important. Au niveau assimilation, de la même façon, il est beaucoup moins important. Il est, pour le coup, justement, libéral, à la fois au niveau économique, à la fois au niveau de la vie personnelle. Ça signifie qu'il vous accepte avec vos différences, c'est-à-dire votre religion. Vous avez le droit, parfaitement, d'avoir vos croyances, d'avoir votre religion, d'avoir votre tenue conforme à vos croyances, à votre religion, tout ce que vous voulez. Okay, il n'y a pas de souci. Vous allez également pouvoir, comment dirais-je, avoir moins, on va dire, de barrières au niveau de votre carrière. Vous allez pouvoir profiter de certaines opportunités. Et niveau business, il y a un petit peu moins de taxes, ainsi de suite. Il y a vraiment la possibilité d'évoluer. Ok ? Donc là, le petit bonhomme, là, il reste en blanc, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément l'obligation de changer, on va dire, de changer de couleur, c'est-à-dire de s'assimiler à l'endroit où il est, au pays où il est. Okay, en contrepartie, parce que je vous ai mis les avantages des deux côtés, mais vous comprenez, les inconvénients, c'est-à-dire que, par exemple, pour le modèle anglo-saxon, c'est justement de ne pas bénéficier de toutes ces aides, okay, de tous ces avantages sociaux. Bien sûr, ils existent, mais c'est beaucoup moindre si vous avez grandi en France ou dans d'autres pays avec une politique sociale. Dans les modèles anglo-saxons, c'est beaucoup, beaucoup moins important. Okay, ça, il faut être clair. Et inversement, si vous êtes en France et que vous avez ce côté, vous avez effectivement toutes ces aides, mais que cette pression de l'assimilation est trop forte, effectivement, les avantages, c'est ce que je viens de décrire, mais inversement, vous perdrez tous les avantages de la France. Où est-ce que je veux en venir dans tout ça ? Alors bien sûr, dans les deux cases, on peut mettre plusieurs pays. Dans les pays social-démocrates, on peut avoir par exemple les pays nordiques, et d'autres pays. Et ici, dans le modèle anglo-saxon, on peut retrouver les États-Unis et d'autres pays. Ok ? Alors, je continue. Maintenant, il y a un deuxième élément qui est important qu'il faut prendre en compte, c'est lorsqu'on est en situation de crise. Okay, et moi, c'est ce que ça, je l'avais saisi il y a longtemps, assez tôt. Mais lorsqu'on est dans une période de crise, ce qui se passe, c'est que forcément, il y a une montée du populisme, et c'est-à-dire que c'est les, entre guillemets,
autochtones locaux qui sont donc privilégiés, qu'il faut essayer aussi d'une manière un petit peu politique de calmer les tensions. Parfois, on essaie de monter les peuples les uns contre les autres, enfin les communautés, on va dire les unes contre les autres, hein, vous les avez vus. Et du coup, vous avez un resserrement. Vous avez un resserrement, c'est-à-dire que on va avec ce populisme, et on l'a vu hein, notamment par exemple dans certains pays européens, on l'a vu aux États-Unis avec Trump, là on le voit depuis 10 ans en France, même la gauche fait presque, enfin entre la gauche et la droite, on voit presque plus de différence, voire maintenant on voit presque plus de différence avec le Rassemblement national. Donc il y a un resserrement, c'est-à-dire qu'on exige encore plus d'assimilation, donc on resserre, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus être cette partie-là, on part plus encore à droite, et tout en ayant une baisse du niveau social des aides. Donc c'est pour ça que ce carré bleu clair, là, il se resserre et tend à être ici en période de crise. Lorsque ça ira mieux, probablement, il va à ce moment-là s'étendre à nouveau. Et donc ça signifie que on va devoir, les personnes qui sont là vont devoir encore davantage s'assimiler. Ok ? Pareil, si on est dans un pays même anglo-saxon, il va y avoir encore moins d'aide et un effort supplémentaire en termes d'assimilation, même si ce n'est pas du tout le même niveau qu'ici. Ok ? Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. Moi, c'est pour ça que, par exemple, dès 2010, quand il y a eu la crise, bien vu que les aides étaient en train de diminuer, okay, donc c'est pour ça on resserre ici, on baisse le niveau des aides sociales et on doit augmenter son niveau d'assimilation. Okay, en tout cas, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, je dis simplement, voilà comment ça fonctionne. Et donc, du coup, une fois qu'on a compris que ça fonctionnait comme ça, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça nous permet, nous, de dire, OK, qu'est-ce que je fais, puisque je sais qu'il y a une crise économique, qu'il va y avoir une montée du populisme, donc on va se retrouver dans un schéma équivalent. Est-ce que moi, ici, je suis ici, est-ce que je veux être ici pour bénéficier des avantages, et parce que aussi, hein, c'est pas que des avantages financiers, et c'est aussi par exemple les échanges. Il y a un vrai, en France par exemple, on peut faire ami avec des Français, on peut, voilà, en tant qu'on est nous-mêmes Français ou Belges ou autres, mais il peut vraiment y avoir cette socialisation. Elle n'est pas que d'un point de vue service public, c'est aussi il y a de vrais échanges, on peut socialiser, alors qu'en Angleterre, je trouve que c'était beaucoup plus compliqué dans les pays anglo-saxons. Ok. Donc là, maintenant, on doit se poser la question, est-ce que je veux être dans un pays où je vais bénéficier donc, de ce système social, okay, avec ses avantages et ses inconvénients, ou est-ce que ces inconvénients, j'estime qu'ils sont plus élevés, plus importants que ces avantages, et à ce moment-là, je me tourne vers un système plus libéral. Et je vous ai fait ce schéma parce que beaucoup essaie de vouloir un peu tous les avantages sans les inconvénients. Et on revient à ce que je disais précédemment, on ne peut pas mettre tous les critères au max. On ne peut pas être au max à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. Okay, et encore plus, lorsque on est dans une situation de crise, il faut que ce soit très clair dans notre tête. Donc, il faut savoir, voilà, qu'est-ce que je recherche, quelles sont mes priorités, et quelle est, en fonction de mes priorités, quel va être mon choix. Ok. Alors, pour ceux qui se demandent où se situeraient les pays, par exemple, musulmans, alors c'est pas le drapeau de la Turquie, hein, c'est juste j'ai mis en rouge parce qu'ici j'avais déjà du vert. Et aussi, je le rappelle, là, on parle en tant qu'étranger de ces pays. Alors, on peut être par exemple français ou belge ou autre, mais c'est bien sûr que par exemple pour un Turc, le niveau social, il est certainement plus élevé que j'ai mis ici. Mais quand vous venez en tant qu'étranger, le niveau social, forcément, c'est pas le même que pour un local. Hein. Donc, on se comprend bien, on parle en tant qu'étranger. Alors, comment il est situé? Donc, à peu près, moi, c'est à peu près, hein, je schématise. Dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé que les pays du Moyen-Orient, voilà, du MENA, c'est-à-dire Middle East et North Africa, c'est au niveau social, on est bien en dessous. Ok, on est vraiment bien en dessous même du modèle anglo-saxon. Et selon le pays, il y aura, voilà, en termes d'assimilation, ça sera plus ou moins important, mais ça ne posera pas de problème. Par exemple, si on a des convictions justement religieuses et qu'on va justement pour cela, eh bien, le fait qu'on doit s'adapter à la religion d'État, ça ne posera pas du tout de problème. Ok, mais voilà, c'est pour
à peu près poser un petit peu l'ensemble. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que selon votre choix, ce que je veux vous présenter ici à travers ces schémas-là, c'est que vous ne pouvez pas gagner dans tous les tableaux. Vous ne pouvez pas dire, OK, je veux par exemple, une tolérance de ma religion. En même temps, je veux les aides et en même temps, je veux des opportunités, par exemple, économiques. Aussi élevées, hein, j'entends bien sûr, parce que vous en avez quand même, mais je veux dire aussi élevées que le modèle anglo-saxon, des aides sociales aussi élevées que le modèle français, tout ça compris. Ça, c'est pas possible. Vous allez forcément devoir faire un choix. Ok, c'est là où voilà, je veux en venir. Et ensuite, donc, pour finir, alors moi, concrètement, ce que je préconise, c'est mon avis, c'est comme ça que je me suis expatrié à Dubaï, puis ensuite maintenant en Turquie, c'est donc de diversifier ses revenus. Je pense que c'est le modèle le plus pratique. Pourquoi? Parce que si on diversifie ses revenus, c'est-à-dire qu'on a du traditionnel. Donc, le traditionnel, ça paraît par exemple des business voilà, de services, de restauration. Bon, là, il y a une parenthèse avec le Covid qui est très particulière, mais si on a du traditionnel, c'est un ordre d'idée, on va dire à peu près 30% de notre revenu. On a du business online qui est indispensable parce que c'est en plein développement. Le monde est en train de se digitaliser. Hein, pour ceux qui le découvrent. De l'immobilier parce que c'est moins rentable, mais c'est beaucoup plus stable sur du long terme. Et ensuite, autre, ça peut être différentes choses, ça peut être de la terre, ça peut être de l'or, ça peut être de la bourse, mais pas spéculative. Voilà. Donc, l'idée là, c'est de vous dire qu'il faut diversifier ses revenus. OK ? Et notamment, le traditionnel, il peut se faire, par exemple, dans le pays dans lequel je réside, par exemple. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'avais été à Dubaï. J'avais ouvert un business traditionnel, par exemple, et j'avais aussi des restaurants à ce moment-là que j'ai revendu. J'avais un business traditionnel que j'ai automatisé ici à Dubaï. Et c'est que par la suite, ensuite, que j'ai développé davantage. J'avais un peu d'immobilier et que j'ai développé le online. D'accord ? Donc, voilà. Et ensuite, donc ça, c'est le premier pilier, ce que je vous parle, dont souvent je vous parle de liberté financière. C'est ce vers quoi il faut aller, clairement. Parce qu'on est dans un monde qui est complètement indécis, un futur qui est vraiment pas clair, qui est flou. Et donc, si on veut pouvoir avancer le plus longtemps possible sereinement, c'est de diversifier ses revenus. Ensuite, moi, à mon sens, c'est c'est d'épouser ce qui est en train de nous arriver en pleine face. Hein. On a une grosse vague qui arrive en pleine face. Soit on essaie de la bloquer, soit on se dit, bon, elle est trop violente, je vais prendre une planche de surf et je vais essayer de surfer avec. C'est quoi? C'est la mondialisation. On est en plein dans la mondialisation, digitalisation, encore une fois, et mondialisation de tout. Donc, moi, à mon sens, je préfère avoir la capacité de pouvoir bouger. Le fait que j'ai ces business qui peuvent se gérer à distance, je n'ai pas de problème à me déplacer. OK ? Enfin, troisième point, c'est l'éducation. L'éducation, c'est l'éducation d'abord sur soi-même, en se formant régulièrement. Vous l'avez vu quand j'interviewe des expatriés, ils vous le disent à chaque fois, je me forme, j'apprends, je me forme, j'apprends, je me forme régulièrement. Et ça, c'est pour l'école. Ceux qui sont en famille, je recommande vivement de faire l'école à la maison parce que c'est vraiment pas extrêmement compliqué. Je le pratique depuis maintenant presque 8 ans, puisque la plus grande, elle a 8 ans. Et c'est vraiment pas compliqué. Ça nous prend parfois à peu près 2 heures par jour. 2 heures par jour, pour certains, c'est le temps de transport. Quand ils emmènent leurs enfants à l'aller et au retour, parfois s'ils ont par exemple 2 qui doivent à la maternelle, ainsi de suite avec les bouchons, ils peuvent mettre, on va dire, 1 heure pour déposer et ensuite 1 heure en retour, ça en fait à peu près 2 heures. Nous, on prend 2 heures à peu près par jour pour faire l'école à la maison. Et on a 3 enfants, 8 ans, 6 ans et 3 ans. Donc, pour terminer, tout ça, que ce soit les business, que ce soit l'expatriation, que ce soit l'école à la maison et que ce soit d'autres formations qui existent déjà et d'autres formations qui vont venir par la suite, vous les retrouvez dans un pack que je vous ai englobé qui s'appelle actuellement Kit de survie. Vous le trouverez en description de la vidéo par la suite. Et vous avez juste à cliquer et vous en saurez davantage.